Bonjour à tous et bienvenue dans Casabule, votre émission de bande dessinée, comics et manga en tout genre, enregistrée comme tous les mois à la librairie L'Octopus à Épinal. Et je suis en compagnie du génie de la librairie, j'ai nommé Fred Kilfiger. Salut Fred. Bonjour Vincent. Alors, ce mois de juin, une petite sélection encore très éclectique que tu nous proposes et on commence tout de suite par un western. 6, tome 1, Le massacre de Tanque Verde aux éditions d'Argo, de Philippe Pélez et de Javier Casado. Alors, c'est un western sans être un western, d'après ce que j'ai compris, on m'a dit... Alors, en gros, l'idée, c'est de montrer que l'image qu'on a du western ne vient pas du tout de la réalité de l'histoire des États-Unis, Oui. mais plutôt de la littérature d'époque, les Ouais. dime novels, et surtout des films. Oui. J'ai envie de dire, c'est pas spécialement surprenant, puisque cette imagerie des films a complètement nourri l'imaginaire français et international, mais surtout français. D'ailleurs, c'est Oui. assez... Les Oui, Américains des années sont... 60, 70... Les Américains sont toujours très surpris de voir que le western est florissant en bande dessinée franco-belge alors que ça n'existe jamais en comics. Oui, alors c'est que vrai. c'est leur propre histoire, Oui. quitte à la romancer évidemment, mais voilà, c'est surprenant. Et donc Alors là, on va parler de 6. Alors, le petit pitch, ce serait quel point commun y a-t-il entre un garçon borgne, une jeune prostituée, un déserteur, un esclave en fuite, une nonne défroquée et un indien renégat? Ça fait une belle brochette, ça. une belle brochette de personnages qui sont souvent relégués au second rôle. Oui. Dans les westerns, on a tous en tête dans Lucky Luke ou dans d'autres westerns, ces personnages secondaires assez iconiques avec, qui servent uniquement à faire valoir le héros. Sauf que là, l'idée, c'est d'en faire les héros de ce western qui ne comptera pas 6 tomes mais 4, Oui. malgré le titre. Moi, j'aurais bien fait un petit... Oui, voilà, petit 6 tomes, mais c'est parce qu'ils sont 6 en oui, fait. voilà, c'est juste ça. C'est pas les 6 mercenaires, mais pas loin. Les 7, non les 6, je ne sais plus. Et voilà, l'idée de prendre des personnages, est-ce que c'est réaliste, c'est vraiment le bon mot? Je ne sais pas. Plausible, abîmé, et d'en faire les protagonistes principaux d'un récit choral, Ouais. puisque voilà, on a... Ces personnages vont tous se rencontrer dès le premier tome. Il n'y a pas de suspense. C'est pas une vision. Ah tiens, un tome est consacré à un personnage et le suivant à un autre. Non, non, c'est pas ça. C'est vraiment un récit choral. Et moi, ce que j'ai trouvé vachement intéressant dans ce western, c'est justement de tordre un petit peu la figure du héros américain, du cow-boy ou du ranger ou du marshal, et de mettre des seconds couteaux sous les spots. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est l'humour noir qu'instille Philippe Pélez dans son scénario. C'est un peu croustillant, c'est un peu méchant. Enfin, moi, ça me plaît, en tout Mais cas. l'histoire, c'est quoi exactement? Eh ben, on va suivre le massacre de Tanque Verde. C'est un ranch où tous les habitants meurent, sauf le fils qui est ado, Oui. qui survit miraculeusement. Et il va se retrouver pris en charge par une prostituée dans un saloon, mais un riche propriétaire terrien voudrait bien l'adopter, Oui. pour en faire son fils adoptif. C'est un peu louche. Oui. Voilà. Moi, Voilà. j'en dis On pas dit plus. pas plus. Et c'est parti. Avec d'autres personnages. Oui, ce déserteur qui va arriver, cet esclave en fuite, la nonne défroquée. Oui. Tout ça va mettre de l'eau dans le gaz dans le plan machiavélique qu'a préparé ce propriétaire terrien en vue de faire une adoption qui, a priori, n'est pas anodine. D'accord. Voilà. Je ne vais pas en dire plus parce que c'est vraiment très écrit, dans le sens où il y a énormément de rebondissements, on est tout le temps surpris. Et c'est aussi très dessiné. Ah oui. Casado. Ouais. Casado, alors là, alors- c'est bien léché, des scènes de cavalcade très très chouettes vraiment à regarder. On a un peu l'esprit des vieilles BD, des mensuels du XXe siècle, genre Tex ou Red Rider, tu vois? il y a un peu, je pense qu'il y a un peu dommage à ça, à essayer de revenir à une simplicité, Ouais. à une efficacité, à un rythme qui pulse dans le dessin. Et il change pas mal de dessins par rapport. On en avait parlé il n'y a pas si longtemps que ça dans l'agence Pendergast. Ouais, C'était lui qui exactement, dessinait. ouais. Là, il a un ton bien plus adulte, évidemment. Et je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Donc c'est du western d'aventure, c'est drôle, c'est méchant, ça gratte un peu. J'ai très hâte de lire le tome 2 pour voir où
Pélez emmène ses personnages, et je suis pas sûr qu'il n'y en ait pas qui passent à la trappe Ouais. et qui, Oui. qui subissent un petit traitement pas très sympathique. Oui. Donc Ouais, on se voilà. demande s'il ne va pas y avoir de la trahison aussi. En tout cas, il y a de la Très boue, probablement. voilà, c'est sale dans le bon sens du terme aussi, c'est du vrai western. Donc ça s'appelle 6 tome 1, le massacre de Tanque Verde aux éditions d'Argo, de Pélez et Casado. Alors là, on passe à un tome 2, mais d'une série qui avait commencé avec un tome 1, ça s'appelle Zaroff, édition Le Lombard, de Sylvain Runberg et de Miville Deschênes, qu'on connaissait tous les deux pour Reconquête, hein, c'est ça. Alors ça. le tome 1, le pitch était pour venger son père victime d'une chasse à l'homme, une américaine tend un piège à son bourreau, le comte Zaroff, justement, sur son île tropicale. Mais lequel des deux est réellement le gibier? C'est un sublime duel entre psychopathes, hein, cette première histoire. Clairement. Le deuxième continue sur Sur la la lancée. lancée, mais c'est pas la suite du. Enfin, c'est pas la Si, suite. c'est complètement la suite. Oui, mais c'est pas. C'est une autre histoire avec les Ouais. personnages. Voilà, c'est Ouais. ça. Alors, Zaroff, à la base, c'est tiré d'un roman des années 20 qui a connu pas mal de succès suite à une adaptation en film dans les années 30, avec Les Chasses du comte Zaroff, avec voilà, ce milliardaire excentrique et complètement psychopathe Oui. qui n'a pas trouvé mieux comme gibier que l'homme. Oui. Et donc, il organise des chasses à l'homme. Et c'est lui le chasseur, et les proies ont leur chance. Oui. Dans le tome 1, on avait vraiment une chasse organisée par Zaroff pour se divertir. Oui. Là, à l'issue du tome 1, ça se finissait pas très bien pour lui, on va dire ça comme On ça. va dire ça comme ça. Le début du 2, quelques années ont passé, on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement américain a besoin d'un Russe pour faire une mission d'infiltration en Russie. Oui. Quelqu'un de doué, sans sentiment, C'est ça. capable de se retrouver n'importe où dans le coin en Russie. Ils ont Zaroff sous la main. Ouais. Est-ce que c'est vraiment une très bonne idée de remettre un psychopathe pareil en liberté? C'est toute la, C'est c'est toute la la question. question. C'est toute la question du bouquin. Voilà. En gros, Zaroff change de terrain de chasse. On passe d'une île tropicale à la Russie en hiver. Oui. Donc là, la couverture te donne plutôt le ton. Ouais. Et il change de terrain de chasse, mais il ne change pas du tout de mentalité. C'est toujours un des méchants les plus flippants que Qu'on j'ai ait lu vu en bande dessinée. en bande dessinée. Oui. Ulrich à côté dans Blake et Mortimer, c'est un enfant. Oui. Lui, il fait de froid dans le dos parce qu'en plus d'être plutôt agréable pour discourir, il cite Marc Aurèle, tout ça. Il a une vision presque bonhomme Ouais. de la vie, mais ça reste quand même un gros psychopathe. Oui. Et c'est ça qui est vachement intéressant, c'est ce décalage entre ouais, non, il fait des trucs bien, il a un espèce de code de sens de l'honneur ou un truc bizarre, et en même temps, il est complètement ravagé. Oui. Et c'est cette part d'ombre qui peut ressortir assez d'un seul coup, comme ça. Chez lui, il va changer complètement de mentalité, enfin, de réaction vis-à-vis des autres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de le voir toujours sur le fil, se dire ah non, mais on s'attache, mais ah non, je peux pas m'attacher à un personnage pareil, il est trop atroce. Et c'est ça l'intérêt du bouquin, en plus du dessin de Miville Deschênes qui est exceptionnel. Exceptionnel. Voilà, et puis il y a cette rivalité quand même avec le capitaine Sonja Rashford qu'on avait vu déjà dans le premier voilà, tome. il y a des personnages qui reviennent, qui ont avec un passif à solder. Oui, c'est ça. Qui ne réagissent pas toujours de façon très intelligente, mais qui laissent sortir leurs émotions et qui les laissent prendre le pas sur leur mission, sur leur sens du devoir. C'est pareil, il y a vraiment pas mal de questionnements. Est-ce que j'irais jusqu'à philosophique? Je ne sais pas, mais ça fait un peu gamberger. Tu parlais du dessin de Miville Deschênes, il y a aussi la composition de la bande dessinée, la mise en case, vraiment, le séquençage, les cases sont super riches, super soignées, c'est très très agréable à lire, c'est bien épais aussi. Ah oui, ces il y a bouquins de la Zaroff. lecture. Ah ouais. Runberg a fait, je trouve, un scénario très malin, parce que autant le premier, on pouvait se dire, ok, oui, bon, c'est une continuation du film, Oui. mais là, je trouve qu'il va bien plus loin que ça. Il a vraiment compris le personnage, et à mon avis, il a dû s'éclater à écrire un personnage aussi à la fois méchant, charismatique et en même temps très ambivalent, parce que oui, il faut quand même que le lecteur puisse s'y attacher un petit peu, parce que sinon c'est vraiment un antagoniste, et là c'est le protagoniste. Donc Oui. voilà, je trouve l'exercice de style très réussi. Ça s'appelle donc Zaroff. C'est un tome 2, La vengeance de Zaroff aux éditions Le Lombard, de Runberg et de Miville Deschênes. C'est froid, ça fait froid dans le dos, mais peu importe le titre, pourvu qu'on ait l'ivresse. Et là, on a vraiment l'ivresse de cette bande dessinée. On vous le conseille vraiment. Là, on parle de complètement autre chose. Tête de chien aux éditions d'Argo, de Vincent Brujas, Ronan Toulotte et Johan Guillot
à la couleur. On les connaissait pour le roi des ribauds ou d'Iradei. Là, on parle de chevaliers errants, Jeanne et Jocelyn, qui vont de tournoi en tournoi avec pour objectif la quête de fortune, simplement, mais aussi vaincre l'invincible chevalier noirci. On se retrouve dans une aventure médiévale passionnante. Ouais, c'est ça. En gros, des mercenaires. Enfin, non, pas vraiment des mercenaires, des chevaliers en quête d'argent. Et qui louent leurs épées pour participer à des tournois dans l'espoir d'accroître leur richesse et de se faire reconnaître par un seigneur et peut-être être pris à son service et arrêter cette vie de misère et cette vie risquée, très aventureuse. Mais évidemment, Jocelyn, lui, c'est l'archétype du chevalier droit dans ses bottes, Oui. avec une haute opinion de lui et une vision morale des choses. Mais il est accoquiné avec Jeanne, Oui, qui n'est autre qu'une femme. c'est ça. Et ça, elle se cache bien de le faire découvrir aux autres. Bah oui, parce que si elle veut être chevalier, elle peut pas. Elle peut pas, mais Jocelyn n'est pas toujours très rigoureux sur son rapport avec elle. Il y a aussi un page, un jeune écuyer, qui est bien plus débrouillard qu'il n'y paraît, et qui va les aider, mais à la fois aussi les foutre dedans, souvent. Oui, c'est ça. Voilà. Et, À trop vouloir bien faire. À trop vouloir bien faire, C'est ça va, exactement ça va bien causer des ennuis. Et donc, on va les suivre. Et tu parlais du chevalier noirci. C'est un chevalier invincible qui ne se déhaume jamais. Oui. Personne ne sait qui c'est. Il passe de seigneur en seigneur. Et alors, l'attrait du C'est sport. c'est le Dark Vador de la Oh. chevalerie. un Oui, petit mais il n'est peu. pas méchant. Voilà, c'est le gars invincible auquel on a envie de se mesurer. Et d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de méchant dans Oui. ce récit. C'est vraiment une question d'opposition. Là, c'est un tome 1 qui est déjà épais. Hein, ça fait 100, 120 pages. Ouais. Donc, il y a cette quête, cette errance un petit peu rythmée par les tournois. Mais il y a aussi le sens du rythme des scènes d'action de Toulat. Et ça, moi, je trouve ça vraiment Ouais. réussi. On dirait presque un shonen. Et Oui, je pense c'est vrai. qu'il y a quelque C'est chose vrai. là-dedans. Ah, il y a de la vie là-dedans. hein. Il y a de la vie, il y a du rythme. Ouais. Il y a du les mouvement, coups de porte. on sent le mouvement. Voilà. On a l'impression de voir les cases bouger quand on Voilà, lit c'est- l'album. Les coups de porte, il y a Oui. de la violence. Et c'est un récit d'aventure comme tout le monde aime lire, tout bêtement. Oui. Et voilà. Et ces personnages un peu à côté de la plaque, le duo, je veux dire, la forme du duo, ceux que tout oppose, mais ils vont s'entraider quand même. Ouais, c'est classique, mais ça marche super bien. Ouais. Voilà. Donc, ouais, non, un bon début de série. Oui, et puis c'est des Brujas, c'est tout l'autre quand même. Donc, Voilà, on les connaît. Hein, la République du Crâne, c'était déjà très bien. c'était magnifique. Alors, le roi des ribauds, Iradei, l'époque médiévale leur va à ravir, quoi, Ouais, tout ouais. bêtement. Et à propos du dessin, c'est vraiment un style réaliste qui s'accompagne. Alors de dialogues plein de gouailles, ça c'est aussi vraiment appréciable au niveau des dialogues. Le phrasé qu'on peut avoir, qu'on retrouve de la chevalerie, c'est vraiment super plaisant. Et puis alors le décor, ils sont magnifiques aussi. Ils sont ultra fouillés, avec des protagonistes charismatiques et des ambiances bien tranchées. On n'a rien d'autre à ajouter. Hein. Si vous aimez les aventures médiévales, foncez-y. Une aventure passionnante de 136 pages. Ça s'appelle donc Tête de chien aux éditions d'Argo de Vincent Brujas, de Ronan Toulout et de Johan Guillot. À la couleur, parce que quand même. Une et des colorisations très tranchées. C'est pas Ouais. fait pour être réaliste. Il y a vraiment des ambiances Forte. surprenantes. Ouais, Voilà. très forte. Allez, on passe maintenant aux Ombres de Tulé, aux éditions Humano de Patrick Manet et Lionel Marty. Là, on parle d'un voyage magique et violent au cœur de l'Écosse ancestrale, aux côtés de personnages assez éblouissants, j'ai envie de te dire. C'était mon coup de cœur. Ouais, c'est vraiment ton coup de cœur, Ouais, celui-là. ouais, Ouais. non. Ah ouais, magnifique. De la dark fantasy. Oui, C'est un genre qui est très compliqué à faire. Alors, la dark fantasy, en gros, c'est Conan le barbare. ouais. Mais alors, très vite, il faut trouver la limite, et elle n'est pas simple. Non, à elle n'est pas trouver, simple. entre l'épique, la noirceur, Ouais. l'humour, parce que ça reste de la Il en fantaisie, il en faut, et ne pas sombrer dans le kitsch. Et ça, autant, par exemple, le premier film de John Milius sur Conan le barbare est réussi, Oui. autant la suite, non, ça a Non. basculé du côté du kitsch. Et pourquoi ça marche dans le 1 et pourquoi ça marche pas dans le 2, voilà, ça c'est toujours... Et donc,
là-dessus, la dark fantasy, je suis assez difficile là-dessus parce que souvent c'est ouais bon ok, oh le grand méchant il est vraiment très méchant et donc voilà. Là, c'est plus une opposition. Là, on parle d'une guerre quand même entre les Pictes et l'armée romaine. Donc, Je trouve qu'il y a différent. vraiment c'est très nourri. Il y a une richesse incroyable dans ce récit. Patrick Mallet a fait un scénario assez incroyable. Donc oui, on est à l'époque du mur d'Adrien, voire du mur d'Antonin. C'est ça. Donc on est en Haute-Écosse. Les légions romaines occupent quasi toute l'Écosse. Un village d'irréductibles. Ah, non, pardon, mince, je me suis trompé de série. Le roi des Pictes et Charles. Donc, voilà, il y a une opposition entre les deux. Donc là, on se dit, bah, c'est un récit historique, c'est pas de la dark fantasy. Eh ben si. Bah si, parce que là, il va y avoir quelque chose. Voilà. À cette époque, les légendes prennent vie. On n'est pas loin aussi du cycle des rois du monde de Jaworski. Enfin voilà, il y a vraiment un côté très la magie marche parmi nous, quoi, tout bêtement. Et le roi des Pictes doit lutter contre les ombres de Thulé, qui est une espèce de créature chtonienne, Lovecraftienne complètement, qui va venir d'une autre dimension si les sceaux pour réparer, pour protéger la Terre ne sont pas rétablis. Oui. Alors, déjà, rien que de le dire comme ça, on peut sentir le kitsch arriver. Oui. Mais là où les auteurs ont fait du très très bon boulot, c'est qu'on est complètement pris dans cette quête. Oui. On se dit, ouais, non, à raconter, je ne fais pas un très bon avocat pour défendre cette série, mais une fois qu'on est plongé dedans, waouh, c'est vraiment de l'aventure, du sang, de la sueur, de la violence, évidemment. Hein, ça reste de l'arc fantasy. La couve donne plutôt le ton. Hein, il va pas se battre avec des pâquerettes. Ouais. Et de l'épique. Et en même temps, quelque chose d'assez intimiste aussi. Il y a des séquences des trahisons, avec des personnages ambigus. On comprend pourquoi ils trahissent. Et puis il y a des personnages un peu magiques, une espèce de sorcière qui a 300 ans, mais on est dans ce mythe-là du début de... Et qui en veut à l'armée romaine, et qui va déclencher justement toute cette invasion à travers des portails magiques. Pareil, c'est pas une vraie méchante, parce que justement, elle a vu sombrer Carthage. Elle en veut à l'armée romaine. Ouais. Elle a mis 300 ans à se venger. Elle va utiliser ça pour se venger. Elle est même dépassée par sa vengeance. Voilà, c'est plein de petites instantanées de vie comme ça, de personnages plus grands que nature, que nous offrent les ombres de Thulé. Oui. Et c'est ça qui marche, parce que, oui, ok, il y a des méchants, il y a des tentacules, il y a des mecs avec... voilà. Mais philosophiquement, c'est très riche aussi, voilà, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est vachement intéressant. C'est un récit plein d'action, plein de fureur, mais en même temps, par moments, ça se pose, et hop, c'est juste une ambiance plus intimiste, plus... Voilà. Et... Ouais, je suis complètement conquis par ce bouquin. Eh ben, on espère qu'on vous a conquis aussi par ce bouquin, Les Ombres de Thulé, donc aux éditions Humano de Patrick Mallet et de Lionel Marty. Allez, une suite maintenant, vous en avez déjà parlé à la sortie du premier tome, mais il faut vous en parler à la sortie de ce troisième tome de Charlotte, impératrice, aux éditions d'Argo, tome 3, Adios Carlotta de Fabien Nury et Mathieu Bonhomme. Le récit romancé de la vie de Charlotte de Belgique, qui est née en 1840 et morte en 1927, qui fut brièvement impératrice du Mexique aux côtés de son époux Maximilien d'Autriche. Maximilien d'Autriche, petit frère du Ferdinand, qui s'est fait assassiner à Sarajevo. Enfin, voilà. C'est le destin d'une femme couronnée, une tête couronnée, c'est la belle-sœur de Sissi. Alors on se dit, ouais, qu'est-ce que ça va être chiant ton truc. Eh ben, non, pas du tout. Pas du tout. C'est une femme moderne déjà, qui en veut une femme rebelle. Et rebelle, oui, mais coincée dans une époque où... et coincée dans son aristocratie. Dans son aristocratie, elle a du pouvoir, mais dans les limites de ce qu'on peut lui laisser comme pouvoir. Oui. Donc c'est le récit d'une émancipation, encore une fois, dans les limites de ce que permettait l'époque. Et c'est un récit plein de manipulations, plein de contextes politiques assez compliqué, hein. Enfin, pour le coup, oui, c'est vrai. C'est très documenté, riche, très historique. Voilà. Alors, il y a beaucoup de romances, oui, bien sûr. Et c'est ça qui fait le charme aussi de la bande dessinée. Mais elle, qui va se retrouver, oui, impératrice du Mexique, un pays qu'elle ne connaît pas, mariée à un homme qu'elle pense pouvoir diriger et qu'elle arrive à diriger. Oui, qu'elle arrive à diriger. Par moment, encore une fois. Oui. Il se rebelle un peu aussi, lui, parce qu'il est un peu mou quand même. Il est un peu mou, mais quand on lui fait remarquer que c'est pas lui qui porte la culotte, ça lui plaît pas non plus. Non.
Et donc c'est vraiment un récit à la fois très intime et en même temps très politique. Et moi ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est le récit d'une chute, c'est le changement d'époque, de monde. Oui. L'aristocratie, enfin voilà, la guerre de 14, elle est aux portes du récit, elle arrive Vraiment. vers la fin. Ouais. Et on arrive à une époque où justement l'aristocratie ne fait plus rêver. La noblesse n'est plus noble Non. depuis trop longtemps. Enfin, je veux dire, il n'y a plus d'aspiration à gouverner le peuple. D'ailleurs, dans le troisième, il y a pas mal de réflexions sur le pouvoir, la démocratie, l'émancipation des peuples, qui ont des résonances très très actuelles. Là-dessus, Fabien Nury n'a pas fait ça au hasard. Non, Connaissant les finesses du bonhomme, c'est pas anodin. Et alors déjà, il y a le contexte scénaristique, historique. Oui. Mais alors surtout le dessin de Mathieu De Bonhomme. Mathieu Bonhomme. Alors là, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Un ancrage d'une finesse incroyable, un attachement au jeu des regards. Parce que c'est presque une comédie dell'arte avec tous en costume. Et bah, c'est ça. Voilà. Il est aussi sublime dans les décors que dans les costumes. Mathieu Bonhomme, il sait tout faire. Et en plus, il y a des scènes de violence, il y a des scènes de peuple, de crasse, de guerre qui sont tout aussi bien restituées. Enfin, voilà, Charlotte Impératrice, vous alliez une élégance dans le dessin assez rare et une finesse d'écriture. Enfin, Nury fait partie des scénaristes. Moi, je vois Nury sur la couverture, je sais que ce sera bon. Que ce sera bon. Vous mettez les deux ensemble, ça ne peut faire que des étincelles. Ouais. C'est vraiment c'est une série qui marche vraiment très très bien, et c'est pas pour rien. Non, voilà. Donc pour le moment, il y a 3 tomes qui ont mis plutôt pas mal de temps à sortir, mais le contexte de recherche historique impose ça. Ce sera en 4. Et je vous encourage vraiment à vous ruer dessus parce que c'est dans le haut du panier de la bande dessinée historique de ces dernières années. Exactement. Donc ça s'appelle Charlotte Impératrice aux éditions d'Argo. Là, c'est pas un tome 3, c'est un acte 3 et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Adios Carlotta de Fabien Nury et de Mathieu Bonhomme. Allez, tout vite. Petite BD pour se faire rire aux éditions Fluide Glacial, c'est pour bouquiner comme ça tranquillement. Ça s'appelle 3 cases pour une chute, tout est dit dans le titre, hein, de l'abbé. L'abbé, pour moi, c'est le gars le plus drôle de sa génération. Ouais. Non, c'est de l'humour, attention. C'est pas Fab Caro. Non. C'est... Ah, c'est trash, hein. Ah, c'est trash, voilà. C'est trash. Même pour du fluide. On va dans l'humour sexuel, on va dans le... Et là où il me tue, c'est la concision pour arriver à sa chute. Enfin, je veux dire, 3 cases, une chute. C'est ça. On a une 4e case quand même qui donne le titre. Voilà. Mais c'est que 3 cases carrées, c'est la même base. Et il est fort, mais il est fort. Parce que 3 cases arriver à faire rire, à développer une histoire, des personnages, et ne pas voir venir la chute. Parce que ça, souvent, sur le strip, on se dit, ok, là, j'ai lu la première, j'ai eu la deuxième, je sais comment... Non, parce qu'il a ce côté, ah, tu penses que je vais faire ça? Non, je vais faire l'inverse. Mais ça reste drôle quand même. Et oui, exactement. Et oui, c'est trash, là. Rien que ne serait-ce que l'illustration de couverture de ce tome 2, tout à fait le ton. Voilà, moi je trouve ça fantastique. Je trouve que l'abbé, c'est un des gars les plus doués de sa génération chez Fluide. Oui. Je trouve ça vraiment très... Et on voulait vous présenter justement une bande dessinée un peu différente de ce qu'on vous présente d'habitude. Là, c'est vraiment très drôle et c'est à picorer, hein, de toute façon. Ouais. Franchement, chaque page, je me suis marré. Donc voilà, c'est une page, 4 cases, mais chaque page, on se marre vraiment. Ça s'appelle donc 3 cases pour une chute aux éditions Fluide Glacial de l'abbé. On vous le recommande vraiment. Et pour terminer, une petite bande dessinée jeunesse, parce qu'il n'y a pas trop de choses qui sortent en ce moment en jeunesse, mais quand même, tout mou, aux éditions L'Atelier du Poisson Soluble de Marie Bayard. L'histoire, c'était une fois un chevalier en armure. Il vivait dans un village avec d'autres chevaliers, tous en armure, tout le temps. Ce n'était parfois pas très pratique, justement, mais au moins, on n'était pas embêté par le temps qu'il faisait. Et péripétie. Oui. Il va chercher l'armure du plus grand chevalier qui ait jamais existé. Il sort de son village et il se rend compte que, mais il y a des gens qui sont pas comme nous dehors. Oh, des gens tout mous. Oh, mon Dieu. Oui, comment ils font? Ah, peut-être qu'en fait, ils vivent différemment de moi, mais qu'ils vivent bien aussi. C'est ça. Et si j'enlevais mon armure? Oh, c'est peut-être pas si mal. Voilà, j'ai résumé le... c'est pour les petits. Hein, oui, c'est pour les petits. Ouais, c'est pour les petits et c'est une belle leçon de vie, voilà, justement, par rapport à la différence
exactement ça. C'est exactement ça, c'est très très bien dessiné, c'est du dessin franchement agréable de Mais j'aime Marie bien Bayard. ce côté très fantaisie. Ça va bien avec les ombres de Tulé. Complètement Peut-être pas différent tout quand à fait même, le hein. même lecteur, mais je trouve qu'il y a vraiment ce côté très fantaisie réaliste, très premier degré. Ouais. Et le cadre fait passer justement ce message autour de la différence de manière humoristique et sans que ce soit... Oui, alors t'as vu, là je suis en train de te lire une histoire pour que tu comprennes Oui. qu'on a le droit d'être différent des autres. C'est aussi la connaissance de soi, de son moi profond pour les petits qui savent pas forcément se connaître eux-mêmes en fait. C'est vrai que c'est compliqué à l'âge de 6-7 ans et puis la gestion des émotions. Complètement. Voilà. Et, enfin, moi j'ai trouvé, je crois que c'est sa première BD, hein, je me semble pas l'avoir vu Non. ailleurs. L'Atelier du Poisson Soluble, qui est un super éditeur d'albums jeunesse, Ouais. je crois que c'est aussi une de leurs premières bandes dessinées. Donc je voulais mettre un petit coup de projecteur sur ce chouette album. Et sur cette petite maison d'édition qui commence à se lancer dans la bande dessinée. Donc ça s'appelle Tout mou de Marie Bayard et c'est à l'Atelier du Poisson Soluble. Et ben voilà, on a déjà terminé, Fred, cette belle présentation de bande dessinée. Le mois prochain, on se fait une belle petite liste pour lire tout l'été. Voilà, ça y est. donc il va en falloir du bel album bien épais pour qu'on ait le temps de lire ça sur la plage ou en montagne ou vous allez en vacances partout. Je vous rappelle simplement que cette émission est toujours disponible en podcast sur le site de Vosges Télévisions à la rubrique culture, vosgestélévisions.tv et puis que vous pouvez retrouver chaque chronique de façon indépendante sur la chaîne YouTube Petit Casabule. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des petits commentaires, j'y répondrai bien volontiers. Merci beaucoup Fred, au mois prochain. Au mois prochain. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez maintenant éteindre votre télévision et ouvrir de la bande dessinée. Salut à tous et au mois prochain.